rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est poursuivi du 17 octobre au 3 novembre 2016 avec la comparution du 20e témoin de l'accusation, M. Metchro Moïse Harold Fabrice. Conformément à la règle 74 qui l'autorise à être conseillé en cas d'auto-incrimination, le témoin a été accompagné d'un avocat commis d'office, Maître Wagemaker. Pendant 3 semaines, le témoin s'est exprimé sur son rôle et ses activités au sein du groupement des Patriotes pour la paix, dit le GPP, qu'il a intégré en novembre 2002 jusqu'en avril 2011. Le témoin a dit que le GPP a été un groupe de jeunes formés à la discipline militaire pour soutenir les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sous le gouvernement Gbagbo. D'abord interrogé par maître Alexis Demirjian du bureau du procureur, le témoin a raconté que le GPP a été créé en octobre 2002 pour dispenser à toute personne de plus de 18 ans et en bonne santé physique une formation qui consistait entre autres au maniement des armes AK-47 et au déplacement tactique. Le témoin a dit avoir rejoint le GPP 1 mois à peine après sa création, lorsque le groupe s'appelait encore les Jeunes Coureurs. Il a expliqué à la Chambre que dès 2003, les actions du groupe, alors baptisé GPP, avaient été coordonnées avec celles des forces armées du pays et a même mentionné l'existence d'une annexe du GPP au sein de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Le témoin a également parlé de la hiérarchie au sein du GPP. À l'aide d'un croquis transmis à la Chambre, le témoin a indiqué avoir été nommé adjoint du président du GPP au poste de chef d'état-major. Le témoin a explicitement désigné le gouvernement Gbagbo comme contributeur financier du GPP par le truchement de Charles Blé Goudé. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Il y a une autre clarification que j'aimerais vous demander. Hier, lorsque vous nous avez parlé du fait que Boiseau, Yoko, avait fait une demande d'assistance auprès de la première dame, donc là on parlait de Mme Simone Gbagbo, vous avez dit qu'il pouvait utiliser d'autres canaux pour avoir des ressources dont il avait besoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces autres canaux? Il pouvait passer par, soit par Jean-Yves Beaupieux, il pouvait passer par Damana Picasso, Adia Picasso. Il pouvait aussi entrer directement aussi en contact aussi avec M. Charles Blé Goudé, puisque tous les mouvements patriotiques étaient sous l'autorité politique de M. Charles Blé Goudé, qui était le président de la Gracie patriotique. Et donc, le financement de ces mouvements, c'est-à-dire que ce soit le GPP, que ce soit les Agora et Parlement, mouvement tout ce qui était appelé le mouvement dit patriotique, était à la charge de M. Blé Goudé, c'est lui qui était le lien directement avec les autorités. À la demande de Maître Demirjian, une vidéo transmise par le témoin a été diffusée en salle d'audience. La vidéo montre des jeunes du GPP, dont le témoin lui-même, qui portent un t-shirt avec inscrit dessus « GPP Force Nationale ». Le témoin a expliqué qu'il s'agissait d'une marche de protestation organisée par les jeunes du GPP en septembre 2010, juste avant les élections, pour demander au gouvernement la somme qui, a-t-il dit, leur avait été promise depuis 2007. Interrogé sur la période de la crise post-électorale, le témoin a révélé qu'après le deuxième tour des élections, le GPP avait été ravitaillé en armes avec des AK-47, des lance-roquettes, des fusils mitrailleurs et des fusils à pompe. Il a livré plusieurs exemples d'activités du GPP mises en place pour intimider la population. Il a notamment parlé des checkpoints qui consistaient en des fouilles de véhicules dans différentes communes d'Abidjan. Pourquoi est-ce que vous cherchiez à savoir s'il s'agissait d'un ressortissant national ou non? Parce que, comme je l'ai dit, les raisons que Boiseau m'a données lorsqu'il m'a donné ses instructions, c'est qu'il y aurait à cette période-là déjà
des soldats de l'armée burkinabé qui étaient en mission d'infiltration et de repérage au niveau d'Abidjan. Et il y avait aussi des soldats des forces nouvelles aussi qui étaient gens. Pour la plupart, c'était des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, on les vérifiait. À propos de la présence de l'ONUCI à Abidjan, le témoin a raconté qu'il avait reçu des instructions pour bloquer leur convoi et les pousser à faire demi-tour. Il a expliqué que l'ONUCI était soupçonné d'aider les jeunes du RHDP. À la diffusion d'une vidéo, le témoin s'est reconnu et a confirmé avoir fouillé l'intérieur du convoi sans avoir rien trouvé dedans, contrairement à ce qu'un article paru à cette date a publié. Si on peut descendre juste un petit peu, la phrase qui suit dit la suivante. En quelques minutes, les 3 chars de l'ONUCI ont été encerclés par les éléments du GPP. Sur leur insistance, ils ont procédé à la fouille des chars, ainsi des armes 12-7, des munitions et de nombreux treillis ont été découverts dans les 10 chars. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de cette phrase? Cette dernière phrase à propos des armes et des munitions. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, le jour de la maman, j'ai ri. Parce que ça n'avait pas été le cas. On n'a pas récupéré d'armes dans le chat. Juste après les élections et sur instruction de son supérieur, le général Boiseau, le témoin a expliqué que plusieurs hommes du GPP ont été affectés à la sécurité de personnalités politiques, dont celle de Charles Blé Goudet. À partir de mars 2011, il a dit qu'il a lui-même été, avec 60 hommes du GPP, affecté au palais présidentiel et participait à des opérations variées. Il a raconté qu'à la mi-mars, les jeunes du GPP avaient repris l'état-major des armées et que le président Laurent Gbagbo avait lui-même décidé d'intégrer d'office ces jeunes à la garde républicaine. Maître Demirjian a également interrogé le témoin sur la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo. Le témoin a dit s'y être rendu 2 fois au mois d'avril 2011 et y avoir rencontré le président Gbagbo qui a tenu un discours devant plusieurs personnes pour déclarer que la France soutenait les rebelles. Il a également dit y avoir reconnu la présence de Libériens et en connaissait au moins 2, appelés Princesse et Junior Gbagbo. Le témoin a expliqué que ce dernier s'appelait Junior Gbagbo car il disait aimer Laurent Gbagbo encore plus que les Ivoiriens eux-mêmes. À la fin de son interrogatoire, Maître Demirjian s'est intéressé à la période à laquelle a été arrêté le président Laurent Gbagbo. Le témoin a dit que le jour de l'arrestation, il se trouvait au palais présidentiel et est resté à l'intérieur pendant 24 heures. Alors, le jour de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, où étiez-vous? Je me trouvais au palais présidentiel. Et est-ce que vous êtes resté un certain temps par la suite? Et jusqu'à quand? Je suis resté jusqu'au lendemain. Le lendemain, le 12, jusqu'à 14 heures. Parce que, bon, on avait peur de sortir. Je sais qu'il a marqué 14 dans l'interview, hein, donc il va le rectifier. Voilà. C'est un peu un oubli. Et bon, parce qu'il y avait l'armée française et le FSI qui était déjà occupé une grande partie du plateau. Donc, même si on sortait du palais, on ne savait pas comment replier parce que on ne savait pas au juste s'il y avait des couloirs afin qu'on puisse replier. Donc nous étions restés là jusqu'au 12. Et puis on avait des rumeurs qui faisaient état de ce que on allait avoir aussi de l'aide extérieure aussi. Voilà, donc ce qui a fait qu'on a attendu. Le contre-interrogatoire du témoin a alors débuté avec le Conseil de la défense de Charles Blé Goudet par maître Jean-Serge Gobougnon. Ce dernier a souhaité obtenir de nombreux éclaircissements et a confronté le témoin avec ses déclarations passées
dans le cadre des auditions avec les enquêteurs du bureau du procureur, mais aussi dans le cadre de l'affaire Simone Gbagbo. À de nombreuses reprises, le bureau du procureur a exprimé des objections dénonçant des lectures sélectives. Le juge-président Kuno Tarfusser a demandé autant de fois que nécessaire à ce que le témoin puisse s'absenter de la salle d'audience pour permettre aux différentes parties de s'exprimer. Maître Gbougnon a défendu vouloir révéler à la Chambre de nombreuses irrégularités dans le discours du témoin. Interrogé à propos du 16 décembre, lors de la marche à la RTI, le témoin a expliqué qu'il avait été informé de la marche 3 jours avant par l'appel lancé par Guillaume Soro. Il a également fait mention d'une réunion qui s'est tenue le 14 décembre, à laquelle a participé son supérieur, le général Boiseau, avec M. Tagro, alors secrétaire général de la présidence, pour parler de la marche. Un jour d'octobre 2010, le témoin a dit avoir rencontré Charles Blé Goudet avec 2 de ses protégés, Jean Blédé et Stéphane Boucroux, dit L'Oiseau, au parking d'une pharmacie à Adjamé. Le témoin a expliqué avoir écouté Charles Blé Goudet qui l'a rassuré sur l'insertion des hommes du GPP dans l'armée, mais que la priorité devait rester les élections. Lorsqu'il m'a appelé, il a demandé ma position, où est-ce que j'étais. Je lui ai dit que j'étais à Djamé, sur notre base, non loin de la cité universitaire. Il a dit qu'il me rappelait. Donc, 10 à 15 minutes, il m'a rappelé, il m'a dit de me rendre. Moi, je n'ai pas de sergent Blédé. Il m'a dit de me rendre à la pharmacie de Lovie au parking. Quand je suis arrivé, j'étais garé dans une Mercedes 4x4 ML noire. Au volant, il m'a fait signe de la main de venir. Je me suis approché, je suis monté devant. Je suis assis du côté copilote. Et M. Chablé était derrière avec M. Doucrou Stéphane. Et il m'a demandé, c'était dans le mois de octobre 2010. Il m'a demandé si on avait reçu la visite avec quelqu'un qui était venu nous voir. Oui. Et il a demandé à ce que d'abord nous rassurer quant à notre réinsertion qui va se faire et pour ceux qui sont aptes pour l'armée et ceux qui ne sont pas aptes. Et ils allaient être, en tout cas, ils allaient être pris en charge. Mais que pour l'heure, la priorité, c'était les élections. Il fallait qu'on reste calme. Et on devait continuer déjà à répertorier les différents lieux suspects où les gens du RAGP ont l'habitude de se réunir et savoir quelles sont les nouvelles personnes qui arrivent chez eux, qu'ils hébergent. Tout ça. Donc c'était ce dont on a parlé. Le contre-interrogatoire du témoin par le Conseil de la défense de Laurent Gbagbo s'est déroulé la 3e semaine avec d'abord Maître Andreas Oshie. À l'appui d'une publication du journal officiel et d'un article de presse datant tous les deux de 2003, Maître Oshie a demandé au témoin s'il avait eu connaissance à cette période-là que le gouvernement dénonçait les actions du GPP et en avait demandé la dissolution. Le témoin a répondu que non et a répété qu'à son niveau, les hommes n'ont pas parlé de dissolution, mais de délocalisation. J'ai dit qu'à notre niveau, entre les éléments, on parlait plutôt de délocalisation. Parce que s'il y avait sujet de parler de dissolution ou d'entente au niveau de savoir si le GPP devait être dissous ou pas, c'était aux responsables de cette époque-là d'en parler, d'en juger. Mais nous, l'information à notre niveau, des soldats des rangs sous-officiers, et nous étions, nos responsables nous parlaient plus de ce qu'on allait nous délocaliser parce que les écarts de conduite, nos écarts de conduite gênaient beaucoup la politique du gouvernement. Et que
Et par la situation géographique de notre base, tous nos faits et gestes étaient au vu et au su de tous. Et donc, lorsqu'il y avait des écarts de conduite, lorsqu'il y avait des comportements, on l'a appelé illégaux, automatiquement, la presse en faisait écho, en parlait. Et donc, c'était vraiment très gênant pour le gouvernement. Donc, nous, comme il a dit, nous n'avons pas... Maître O'Shea a posé une série de questions sur la journée du 16 décembre 2011 lors de la marche à la RTI. Le témoin a rappelé à la Chambre avoir été présent à Adjamé et s'y être rendu avec une vingtaine de ses hommes pour pouvoir disperser les marcheurs selon les instructions qu'il avait reçues. Il a ajouté avoir arrêté certains manifestants, les avoir ramenés à sa base pour que les FDS et le SECOS puissent les récupérer. So, was it part of your mission to arrest? Est-ce que dans votre mission, il était compris que vous deviez arrêter des gens et les frapper avec les cordelettes? Oui, c'était à nos prérogatives. À son tour, Maître Altit, avocat principal du Conseil de la défense de Laurent Gbagbo, a mené un contre-interrogatoire pour lequel il a cherché plus d'une fois à savoir pourquoi, en 2007, les membres du GPP ont dû faire profil bas. Le témoin a réaffirmé sa position à chaque fois, les actions du GPP gênaient le gouvernement. On a fait profil bas parce que nos responsables ont dit que c'était la décision de l'autorité à ce que on soit plus discipliné, qu'on fasse profil bas parce que ça gênait beaucoup la politique du gouvernement parce que les journaux, lorsque les journaux parlaient de ces actions-là, les employaient en tant que les partisans du pouvoir, les actions du GPP sous les bienveillants du pouvoir, dans ce genre d'allusions dans la presse. Donc, vraiment, ça gênait le gouvernement. Parce qu'il y avait les accords, entre autres les accords politiques et tout ça, qu'ils avaient signés. Donc, ça les gênait beaucoup, ça les indisposait. Lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo à la date du 12 avril 2011, le témoin a dit avoir été présent depuis 6 jours au palais présidentiel pour aider à assurer la sécurité du site. Il a raconté que le 12 avril, lui et ses hommes, au nombre de 45 ce jour-là, n'ont plus été dans la possibilité de riposter face aux forces françaises. Il a expliqué que des hommes de l'ONUCI ont fini par entrer dans le complexe du palais et ont proposé à toute personne qui déposait les armes de respecter leur intégrité physique.